Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le casino d'Enghien, géré par le groupe Barrière, sera mis en concurrence en 2018. La ville veut profiter du renouvellement de la concession pour relancer notamment le thermalisme et la programmation du théâtre. Toutes les explications dans un instant. À découvrir en fin de journal l'histoire de la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise ou comment une petite église paroissiale créée au milieu du XIIe siècle est devenue cathédrale. Visite guidée en fin de journal. Enghien-les-Bains va prendre une nouvelle dimension dans les prochaines années. La ville veut profiter du renouvellement de la concession de son casino pour augmenter encore son attractivité. Enghien veut relancer la programmation du théâtre, l'offre d'hôtellerie et accentuer le thermalisme médical. Voilà l'exploitant du casino, le groupe Barrière prévenu. Il est mis en concurrence, autant dire que les enchères ont commencé. Les explications d'Olivier Zenetta. Pour obtenir le droit d'exploiter le casino d'Enghien-les-Bains, le groupe Barrière a dû réaliser de gros investissements sur la ville. Il a construit un nouvel hôtel et un espace de congrès, à quoi s'ajoute l'un des plus beaux centres de balnéothérapie de l'Île-de-France. Au 1er octobre 2018, le contrat entre la ville et le numéro 1 des casinos s'achève. Des concurrents vont se dresser face au groupe Barrière. On peut imaginer effectivement qu'il y aura une concurrence d'idées. Il n'y a pas qu'une concurrence financière. Nous sommes donc très attentifs à, certes, l'équilibre économique, le bon équilibre, comme il a été jusque maintenant. Nous sommes attentifs aussi à l'inventivité. Il faut qu'il y ait d'originalité, du professionnalisme pour que Enghien, qui n'est pas qu'un casino, voilà, ce n'est pas qu'un casino. Nous sommes d'abord une station touristique classée. Enghien, par sa spécificité, ce caractère tellement atypique, joue un rôle culturel important en Île-de-France. Le maire d'Enghien-les-Bains ne le dira pas, mais il est bien tenté de faire monter les enchères. Il a déjà une petite idée de ce qu'il pourrait demander en l'échange de l'exploitation de son casino. Et la liste des courses est prête. Nous avons la chance, depuis plus d'un siècle, d'avoir ce magnifique théâtre qui est donné aussi en délégation. Là-dessus, nous voudrions donc insuffler l'idée de la coproduction, pour que, entre notre ville, le Centre des Arts, et évidemment la direction artistique du concessionnaire, il puisse y avoir autre chose qu'une pure diffusion, de manière à retrouver une originalité et peut-être un ressort dans la création. Du côté du groupe Barrière, on ne fait pas de commentaires. L'exploitant actuel du casino se contente de mettre en avant les bons résultats de son établissement. 2016 a été une année très satisfaisante pour le casino grâce au développement des jeux de table, grâce au développement des jeux de table électroniques d'ailleurs sous la forme de la roulette anglaise électronique et puis les machines à sous qui continuent bien évidemment à attirer du monde. Ce qui est important aussi de dire, c'est que au-delà des produits bruts des jeux, du chiffre d'affaires, c'est la fréquentation qui est en hausse. Et ça, c'est un indicateur à la fois de performance mais aussi de qualité, parce que ça démontre que cet établissement a vraiment trouvé sa place dans le paysage de l'offre touristique, à la fois pour les Parisiens bien sûr, mais aussi pour la clientèle de tourisme international. Le casino d'Enghien-les-Bains est le premier casino de France, de quoi attirer les convoitises. Le groupe Barrière sera vite fixé sur l'arrivée de la concurrence et les attentes du maire d'Enghien-les-Bains. Les services de la ville commencent à rédiger l'appel d'offres du renouvellement de concession. La procédure peut prendre entre 12 et 15 mois. Autant dire que les enchères ont commencé. En bref, la nuit de lundi à mardi a de nouveau été marquée par des heurts dans plusieurs villes d'Île-de-France. Dans le Val d'Oise, des incidents ont été recensés à Goussainville, Sarcelles ou Deuil-la-Barre, où la police a interpellé plusieurs personnes. Des échauffourées ont éclaté vers 21h15, avenue Albert Sarraut à Goussainville, où une quarantaine de personnes se sont regroupées et la police a été la cible de tirs de mortier. À Sarcelles, c'est une voiture de police qui a été la cible de jets de projectiles. Allez, je vous propose maintenant de remonter le temps. En 1966, l'église Saint-Maclou de Pontoise devient cathédrale, une consécration pour ce qui était à l'origine une petite église paroissiale créée au milieu du XIIe siècle. Aujourd'hui, elle mélange les styles architecturaux les plus remarquables et abrite quelques trésors. Philippe Pémal nous en propose une visite. Du haut de ses 45 mètres, elle veille sur le centre historique de Pontoise. Édifiée vers 1145 pour sa partie la plus ancienne, la cathédrale Saint-Maclou va subir au fil des siècles de nombreuses transformations architecturales.
Elle est aujourd'hui un mélange des styles roman, gothique et renaissance. À l'origine église paroissiale, elle est consacrée cathédrale en 1966. Saint-Maclou, derrière nous, n'a pas toujours été cathédrale. C'est une cathédrale assez récente, depuis 1966, car avant, le Val d'Oise n'existait pas. Il y a une cathédrale par département, et en 1966, le département de Seine-et-Oise est divisé en deux. Et c'est ainsi qu'avec la création du Val d'Oise, on va choisir une nouvelle cathédrale, et c'est comme ça que Saint-Maclou est érigée cathédrale à cette époque. Avant de devenir cathédrale, Saint-Maclou s'embellit au fil du temps. Son portail, en style gothique flamboyant, date du XVe siècle. On y retrouve de nombreuses sculptures comme ce drôle de moine au ventre bien rempli. C'est vrai que la façade de Saint-Maclou est très décorée. On peut admirer ici ce petit moine qui tient une branche de vigne, elle-même habitée par un petit escargot. Alors ce petit moine nous rappelle qu'à Pontoise, il y avait une abbaye très importante, l'abbaye Saint-Martin, où les moines cultivaient la vigne et vendaient leur vin lors de la fameuse foire Saint-Martin. Comme toujours aujourd'hui, on peut déguster encore le ginglet, qui est le vin local. À l'intérieur de la cathédrale, on retrouve les différents styles architecturaux. Pour faire entrer la lumière dans l'édifice, de nombreux vitraux réalisés par de grands maîtres verriers des XVIe, XIXe et XXe siècles. Ils racontent des épisodes bibliques ou historiques, comme ce vitrail réalisé en 1887. Ce vitrail raconte un fait historique qui est arrivé à Pontoise au XVIIe siècle. Il y a eu une grande peste et toute la ville a réalisé une procession partant de Saint-Maclou, que l'on voit tout en haut du vitrail, pour aller jusqu'à l'autre église de Pontoise qui est l'église Notre-Dame, pour aller prier la statue de la Vierge miraculeuse. Et cette procession dans ce vitrail du XIXe siècle montre un peu justement tous les habitants de Pontoise, toutes les corporations. On a des gens qui portent des maquettes de bateaux, puisque Pontoise avait un célèbre port sur le fleuve. On a la confrérie des bouchers, avec quelqu'un qui porte un petit agneau. Voilà, c'est vraiment toute la ville de Pontoise qui est représentée sur ce vitrail du XIXe siècle. Autre trésor de la cathédrale, la chapelle de la Passion. Elle abrite cette remarquable sculpture en pierre. Attribuée au sculpteur Nicolas Leprince vers 1550, elle représente la mise au tombeau du Christ. Cette mise au tombeau, qui date du milieu du XVIe siècle, est caractéristique du style dit maniériste. On peut voir notamment les drapés excessivement bien travaillés, les coiffures assez complexes et aussi l'expression des visages qui vraiment montre la douleur exprimée par les protagonistes. Classée monument historique en 1840, la cathédrale Saint-Maclou a une particularité. Consacrée cathédrale en 1966 à la création des nouveaux diocèses, elle n'appartient pas à l'État, mais à la ville de Pontoise qui en a la charge. Chaque année, près de 300 000 € sont consacrés à sa réhabilitation. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le casino d'Anguin, géré par le groupe Barrière, sera mis en concurrence en 2018. La ville veut profiter du renouvellement de la concession pour relancer notamment le thermalisme et la programmation du théâtre. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Pas de petits mouvements, une grande attaque. Il y a quelques siècles, cette attaque aurait coupé l'assaillant en deux. Aujourd'hui, pas d'inquiétude, les sabres sont en mousse. Le maître d'armes, c'est Jean-Pierre Pérez, 3e dan de Chambara. Créé dans les années 70, cette art martial reprend les techniques et la philosophie de l'art du sabre, mais l'adapte aux besoins des nouvelles générations. C'est un dérivé du kendo, qu'on appelle nous escrime libre, parce que par rapport au kendo, on peut justement toucher toutes les parties du corps. Et pour ce faire, on utilise des armes différentes, faites avec des matériaux modernes, qui sont des armes en mousse. Elles sont rigides sur les 2/3 et totalement molles sur l'extrémité, ce qui permet effectivement de porter les coupes plus exactement, sans blesser son adversaire. L'intérêt de ces armes-là, c'est que ça nous donne un panel pédagogique extrêmement large. On peut avec soit pratiquer du jeu simple pour les enfants, soit de la vraie technique de sabre, et qui intéressera les plus âgés et ceux qui veulent approfondir.
L'école de sabre de Jean-Pierre Pérez se situe à Vigny. Il y enseigne le shambara, mais aussi le iaido et le kenjutsu, 2 arts du sabre traditionnels inspirés du bushido, la voie des guerriers japonais, les fameux samouraïs. Le iaido se pratique seul avec des sabres en métal. Pour le kenjutsu, l'entraînement au combat se fait avec des sabres, des bâtons ou des lances en bois. Un travail austère et répétitif qui demande une réelle motivation. Il faut répéter le mouvement jusqu'à la perfection, jusqu'à l'harmonie complète avec l'autre. Et c'est un double travail. C'est un travail qui est physique, fatigant, et c'est un travail qui est intellectuel et presque philosophique, parce qu'on touche au fondement de la personne, au comportement de la personne et vraiment à la compréhension de l'autre, à l'interaction avec l'autre, la capacité à dominer ses émotions, son agressivité et être capable de faire un mouvement efficace qui soit dénué de tout parasite émotionnel. Peu importe que le sabre soit en métal, en bois ou en mousse, pour les pratiquants, l'art du sabre est avant tout une recherche personnelle, un travail sur soi. Au niveau du sabre, on apprend à gérer son agressivité, à gérer sa peur aussi, et c'est ça qui est important. Et donc ça fait aussi partie des valeurs qu'on retient dans les arts martiaux, c'est apprendre à être meilleur, c'est apprendre à se surpasser, et ça c'est important. Jean-Pierre Pérez a pensé à tout, il a même créé une académie Jedi, où l'on peut combattre avec des sabres laser comme un vrai Jedi. Dark Vador peut trembler, la relève est assurée. Hop là. Le hérisson, comme chez lui, dans la ville de Saint-Prix, la ville très investie dans l'écologie, s'engage pour cette espèce protégée, victime de prédateurs et du trafic routier. En Europe, on estimerait le nombre de morts sur la route à 700 000 par an. Depuis un an, les Saint-Priciens et habitants des alentours sont priés de ramener les hérissons trouvés mal en point pour qu'ils soient pris en charge. Les habitants qui ramassent des hérissons accidentés ou bourrés de tiques nous appellent. Et nous les dirigeons justement vers Fonalfort, qui les soigne. Après, donc ils sont soignés pendant 3 semaines, 1 mois. Une fois remis sur pied, c'est ici qu'ils reviennent. Sur ce terrain municipal, 3 enclos ont été installés. Pendant quelques semaines, des bénévoles prendront le relais pour assurer une remise en liberté progressive, comme Carole, sensible à la cause animale, qui vient tous les jours. On vient le matin, donc à tour de rôle. On est chargé de voir si tout va bien, s'il mange bien. Donc on aura une pesée quotidienne. Et puis voilà, donc ça va durer à peu près une quinzaine de jours. Après, on va les relâcher, vraiment voir comment ils se débrouillent tout seuls, jusqu'au jour où malheureusement on ne les verra plus, signe que pour eux tout va bien. Aujourd'hui, ils sont 3 à se partager cet enclos. Depuis un an, l'initiative a permis de relâcher 16 hérissons dans la nature.